Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le 48.7. Je reçois aujourd'hui Lucas Riegert de l'IFPN. IFPN qui est l'Institut de formation et des pratiques de la négociation. Bonjour Lucas. Bonjour. Je suis super content d'être ici. Merci Gilles pour l'invitation. C'est un énorme plaisir de te recevoir, Lucas. Attends, je vais juste la refaire, j'ai saturé. C'est un énorme plaisir de te recevoir, Lucas, aujourd'hui. Merci d'être venu. Aujourd'hui, on va parler commercial. Alors, Lucas, est-ce que tu peux te présenter juste un petit peu, m'expliquer qui tu es ? Alors, moi, je m'appelle Lucas, je suis fondateur de l'IFPN, donc comme tu l'as dit très justement avant, Institut de formation et de pratique de la négociation. Moi, je suis un pur produit du commerce. Ça fait plusieurs années maintenant que j'évolue dans le commerce à travers plusieurs activités. J'étais dans l'automobile pendant un petit moment. Après, je travaillais en cabinet de conseil et maintenant, j'ai monté mon entreprise où j'accompagne justement entreprises, équipes commerciales, entrepreneurs dans la conduite de leurs négociations complexes ou simplement dans leur pratique commerciale de manière globale, quoi. Et ça a commencé comment alors, cette histoire ? Cette histoire, ça a commencé comment ? C'est assez particulier. Faut savoir que le vrai switch, je pense que j'ai eu dans ma carrière, c'est quand je suis sorti de l'automobile et que j'ai pu participer, on va dire, à la création d'un premier projet qui était justement autour de la performance commerciale. Donc tout est un peu naissant de là. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à faire des missions commerciales à temps partagé. Donc on va dire c'est vraiment ce qui a fait naître chez moi, je pense, l'envie de développer justement mes compétences commerciales et particulièrement l'envie de transmettre aussi. Parce que je me suis rendu compte à travers ce projet-là que beaucoup de sociétés, ils avancent un peu à tâtons sur l'aspect commercial. Beaucoup de sociétés ne savent pas comment faire, comment se développer, et c'est pour moi un enjeu majeur. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de sa force de vente. Donc on va dire que le projet vient à la base de là, et d'autres expériences que j'ai pu avoir. Voilà, je suis parti à Paris aussi, justement apprendre comment fonctionne le cerveau dans un contexte de prise de décision, avec des docteurs en psychologie, avec Julien Pellabert aussi, que je salue si un jour il écoute ça. Et tout ça, ça a vraiment été, on va dire, le package qui m'a fait, je pense, créer ce projet-là, et surtout qui m'a donné envie de transmettre à un maximum de personnes. Ok. Effectivement, oui, tu soulignes très justement, je pense que beaucoup de nos éditeurs sont dans ce cas. On est performant dans nos métiers, être performant sur la vente, c'est un métier à part entière. Et souvent, c'est une partie qui manque à beaucoup d'entreprises. Je pense principalement TPE, PME, des petites structures. Ça m'amène à la question suivante, être commercial. Est-ce qu'on est commercial ? Ou est-ce qu'on le devient ? Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est une discipline qui s'apprend sur le dur ? C'est une bonne question. Je pense que pour y répondre de manière peut-être un peu plus vague, c'est un peu des deux pour moi. Je pense que ce serait très malhonnête de ma part de dire qu'il n'y a pas de profils qui sont forcément prédestinés à être commercial. Je pense que c'est le cas. D'ailleurs, je pense que ça a été aussi un petit peu mon cas. Forcément, j'ai eu des prédispositions qui m'ont peut-être facilité la tâche, entre guillemets. Mais par contre, je pense qu'il n'existe aucun profil qui ne peut pas développer ses compétences commerciales. Ça, c'est une vraie idée reçue, hein. On a souvent l'idée reçue, tu sais, Gilles, du commercial qui a la tchatch, pardon. Mmh. Ça, pour moi, c'est une caricature. C'est une caricature, et surtout, je vais même un peu à l'encontre de ça. Je pense qu'avoir la tchatch, c'est très bien quand on est beau parleur, mais ça ne sert à rien quand on est commercial. Bien sûr. Et je vais même un peu à l'inverse, hein. Je pense que les bons commerciaux, c'est souvent des gens qui sont des fois un peu plus timides de base, plus réservés, et qui justement ont travaillé et qui sont challengés sur ces aspects-là pour arriver justement à développer leur capacité d'écoute, de compréhension et d'influence, quoi. Oui, parce que c'est avant tout une écoute. C'est plus qu'une tchatch, c'est pas un argumentaire, c'est une écoute. L'argumentaire, c'est central en égo et en vente, mais si vous n'avez pas écouté avant, vous argumentez dans le vide. Donc avoir la tchatch... Et dans la mauvaise direction. Exactement, ça sert pas toujours, quoi. À quel moment est-ce que tu as compris que la négociation allait devenir un vrai sujet central dans ton parcours ? Ça, c'est assez marrant parce que ça fait appel à mon ancien métier. Quand j'étais dans l'automobile, j'étais dans la partie après-vente. Donc, mon métier consistait, j'aime bien le dire comme ça, à répondre au téléphone quand les gens ils avaient des problèmes.
Donc je ne faisais que régler des problèmes dans mes journées. Et je le conscientisais pas à ce moment-là, mais en fait, mes journées, c'était que de la négo. Tu es un ovni, en fait. Exactement. ton truc, c'est de régler les problèmes. Exactement. Comme dit, à ce moment-là, j'en avais pas conscience. Et même dans le management derrière, parce qu'il y avait une dizaine de personnes à gérer aussi. Bien évidemment, je n'étais pas tout seul. Mais ça restait quand même une partie, on va dire, ultra importante de mon métier. Et comme dit, j'en avais pas conscience, mais je développais déjà un attrait envers la compréhension de l'humain. Je dirais pas la négo à ce moment-là forcément, mais en tout cas, j'adorais comprendre qu'est-ce qui fait que dans certaines situations, j'ai touché l'orgueil de quelqu'un, qu'est-ce qui fait qu'avec certaines personnes ça se passe bien, avec d'autres ça se passe moins bien, même dans le management, c'était un peu les deux sujets se rejoignaient beaucoup, et je pense que c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, ok, déjà j'ai peut-être effectivement envie de me développer sur ce sujet qui est la psychologie, la compréhension de l'humain, et j'ai aussi senti que c'était mon truc. Je me suis dit, j'adore régler des problèmes, j'adore comprendre les gens, j'adore justement les accompagner, solutionner leurs soucis. Soit je suis un ovni, comme tu le dis, et ça fait de moi quelqu'un de très bizarre parce que j'adore régler des problèmes, soit il y a peut-être quelque chose à exploiter, et je pense que ça a été plutôt le deuxième cas, pour le coup. Ça change un peu le paradigme de la vente qui comme beaucoup, on a cette vision-là, on se dit bon allez, il faut vendre, on doit placer notre produit, on essaie de forcer quelque chose. Et effectivement, ce que j'entends, ce que tu m'expliques, c'est que la vente, ce n'est pas un forcing, c'est une relation humaine qui commence par une écoute, et c'est un terme que tu dis souvent, on en reparlera après, c'est l'empathie. C'est ça. Est-ce qu'il y a un échec ou une situation difficile qui t'a particulièrement marqué et qui a changé ta manière de vendre pour arriver un petit peu aussi à cette philosophie-là ? Ouais, totalement. Je pense d'ailleurs, pour répondre à cette question, que moi je considère tous les échecs de manière globale, et je pense d'ailleurs, moi j'ai un rapport à l'échec, plutôt pour répondre plus directement à la question, qui est assez différent. Je pense que l'échec, c'est une aubaine, et il faut l'appréhender de manière positive quand on est dans le commerce. C'est ultra important. Moi, je dis toujours une chose, si il y a une journée où je me plante pas, où j'ai pas d'échec, où j'ai pas loupé quelque chose, c'est que j'ai pas assez bien travaillé en fait. Pour nous, les commerciaux, la force de vente, même en négociation, l'échec c'est central. On peut pas se permettre de pas avoir d'échec, c'est pas possible. Donc je dirais qu'un échec particulièrement non. Par contre, je dirais que tous les échecs, justement, il y a toujours des choses à apprendre derrière. Et le jour où j'arrête d'échouer, c'est que je pratique plus assez. Donc, pour le coup, j'espère encore avoir des tonnes et des tonnes d'échecs dans ma vie pour continuer d'apprendre, et surtout pour continuer de garder un pied sur le terrain et moi-même de me challenger, quoi. C'est super important. Écoute, en tout cas, on te souhaite énormément d'échecs. mais beaucoup de réussite aussi, beaucoup de réussite. Lucas, si tu regardes ton parcours aujourd'hui, quels ont été les déclics majeurs qui t'ont fait progresser justement ? Les déclics majeurs. Alors là, on veut de l'anecdote croustillante. De l'anecdote croustillante. Je pense qu'un des plus gros déclics majeurs que j'ai eu, c'est justement le fait de se dire, sur le sujet qu'est la négo, sur le sujet qu'est la vente, j'ai, on va dire, des prédispositions qui font de moi qu'elle a un profil qui est intéressant sur ces aspects-là, mais c'est d'avoir la volonté d'aller plus loin. Je me suis dit, moi j'ai toujours eu la vision de quand je fais quelque chose, soit je veux être extrêmement bon, soit je le fais pas. J'ai toujours été comme ça depuis tout petit. C'est peut-être lié intimement au fait que je suis très sportif. J'allais dire. Donc ça se rejoint beaucoup. Et justement, le déclic que j'ai eu, c'est de vouloir aller encore plus loin et de chercher des sources là où peut-être la plupart des commerciaux n'en cherchent pas, notamment en psychologie. Et c'est comme ça que je suis tombé sur les travaux de Pelabert, c'est comme ça que je suis tombé sur les travaux d'énormément de personnes qui m'ont permis de façonner mon environnement, en fait, un peu à ma manière. Et je trouve, après c'est l'avis que j'en ai, que j'ai développé une vision qui est assez différente, en fait, de ce qu'on voit de manière classique dans le commerce, où on vous apprend à vendre en essayant de convaincre les gens. Moi, je suis convaincu que convaincre, c'est un non-sens. On vous dit oui, il faut se baser justement sur la confiance. Je pense que la confiance est vecteur d'erreur dans beaucoup de cas. Et l'excès peut-être de confiance. Ouais, l'excès de confiance ou même différentes typologies de confiance qui vous poussent à faire des erreurs aussi. Ça, je l'ai vu notamment à travers plusieurs expériences. Quand on travaille avec des amis, quand on travaille avec la famille, ça ouvre la porte en fait à beaucoup d'erreurs.
parce que forcément vous êtes moins attentif et vous sécurisez beaucoup moins les accords que vous prenez, et forcément c'est des choses sur lesquelles vous pouvez avoir beaucoup de répercussions négatives, que ce soit sur vous en tant que personne ou sur le business, hein. Et là pour le coup c'est pas forcément toujours la bonne chose, quoi. Donc je dirais que le plus gros déclic que j'ai eu, c'est de se dire bon bah j'ai envie d'aller plus loin et justement de faire d'autres choses, d'avoir une vision un peu différente des gens. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'arrive forcément à partager mon travail aussi auprès d'établissements supérieurs de formation, parce que j'ai la chance d'avoir un travail qui intéresse les gens et une vision qui se veut un peu différente des codes classiques, je pense, du commerce, quoi. Ça me fait rebondir un peu plus sur une question. Alors 48-7, on prépare toujours les questions, puis de temps en temps j'aime bien dévier avec une question qui n'est pas prévue. Mais dévie, Gilles, fais-toi plaisir. Alors, tu parlais de sport avant. Alors je pense que voilà, on peut le dire, hein, c'est pas secret. Lucas pratique le MMA, hein, c'est ça. Donc qui est un sport de combat pour ceux qui ne connaissent pas, qui s'appuie sur une philosophie très forte. Je veux bien que tu nous en parles un petit peu, parce que ça c'est un aspect que je trouve très intéressant, cet aspect sportif et les passerelles aussi que ça crée aujourd'hui sur ton métier. C'est une super question. Effectivement, moi je pense que le sport c'est central. Je dis toujours que pour moi le sport c'est ce qui m'a apporté la plus grande des rigueurs au monde. Aujourd'hui je suis capable justement d'assumer, de porter beaucoup de projets parce que j'ai cette rigueur là et j'ai une régularité de travail qui, je pense, me vient du sport. Pour parler un petit peu de mon passé sportif en quelques étapes, moi je fais du sport depuis que j'ai 5 ans, j'ai toujours été ultra sportif, de la musculation maintenant depuis 7-8 ans, et les sports de combat du coup depuis maintenant quelques années. J'ai commencé par la boxe et du coup j'ai fait ma transition MMA il y a maintenant 4 ans. Le MMA, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est Mixed Martial Art, c'est un art martial qui mélange tous les arts martiaux possibles, où on a le droit à peu près à tout, sauf l'arrière de la tête. Les armes à feu. Et les armes à feu. Voilà, on n'a pas le droit aux armes à feu encore. Mais on va dire que la pratique des sports de combat, je pense que ça m'a appris déjà l'humilité, parce que mine de rien, c'est un sport qui vous rend humble, parce que c'est le cas. Vous pouvez avoir de très belles victoires, comme ça a déjà été mon cas, et vous pouvez avoir de super défaites aussi, comme ça a déjà été aussi mon cas. Même dans le sport, j'ai beaucoup d'échecs, et j'apprécie, donc c'est plutôt une bonne chose. Mais je pense que c'est sur les deux volets, ça m'a appris l'humilité énormément, et surtout la rigueur et le travail et la persévérance. Dans le sport, vous n'avez pas le choix d'être régulier, hein. Si vous passez à côté des entraînements, vous passez à côté de l'apprentissage, et physiquement, votre corps va tout de suite vous le faire ressentir. Et je dis, il y a une phrase que je prononce énormément en formation, c'est que pour moi la négo c'est un sport de haut niveau. Pour faire le parallèle par rapport justement au sport et au sport de combat particulièrement, pour être bon en négo, il faut pratiquer, il faut s'entraîner, il ne faut pas avoir peur de se challenger, et il faut surtout aller là où beaucoup n'ont pas envie d'aller ou n'ont pas le courage d'aller. À l'image du sport, c'est exactement la même chose. Qu'on se comprenne bien, Lucas ne boxe pas ses clients. Non, c'est encore jamais arrivé. Éventuellement pour du service de recouvrement, mais ça c'est une autre histoire. Donc, voilà, n'hésitez pas à me contacter, toute société de recouvrement voilà. qui aurait besoin de force commerciale poignante. C'est là qu'on parle de force commerciale. Exactement. Hein. Les arguments choquent. Lucas, on va parler un petit peu des erreurs les plus fréquentes qu'on observe chez les commerciaux. Donc toi, tu es très présent sur le terrain et en formation également. Ouais. Quelles sont les erreurs que tu observes le plus souvent chez les commerciaux, sans citer personne? Sans citer personne, évidemment. Les erreurs que j'observe le plus, c'est une question qui est pas vraiment compliquée, hein, parce que les erreurs, elles sont quasiment toujours identiques pour la plupart. C'est le manque d'écoute et le manque d'empathie. Le problème des commerciaux, et là je m'adresse particulièrement aux commerciaux qui ont de l'expérience, c'est que l'écoute active, elle baisse au fur et à mesure du temps. Parce que tu as l'impression de savoir et de connaître les besoins du prospect, des besoins qui sont peut-être même pas forcément les siens, et il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on sait pas ce qu'on sait pas. Donc des fois, même vos propres prospects, ils conscientisent pas forcément le fait qu'ils ont un manque à gagner et le fait qu'ils ont des besoins sur certains sujets, et du coup là on tombe dans le mauvais de la vente. On commence à avoir des arguments très très forts, des phases argumentaires qui sont ultra agressives, aucune empathie, aucune compréhension de ton client, et là pour le coup ça ferme la porte à vraiment d'innombrables deals pour moi. Oui, et puis quand on part sur des présupposés en plus, on peut partir avec de fausses informations qui vont complètement fausser tout le reste. C'est ça, en fait, justement, à travers mes travaux de recherche sur le sujet,
J'ai compris plusieurs choses, hein. Le cerveau, en fait, il déteste le vide. Voilà, quand il n'a pas d'informations, il va les combler. Il va les combler avec des suppositions. Et il faut savoir que les suppositions, c'est très souvent le reflet de vos peurs. Ça aussi, c'est une erreur qui est ultra présente chez les commerciaux, c'est de se dire, je vais pas contacter un tel parce que je pense pas qu'il ait besoin de moi. Mais sur quel élément tangible tu te bases pour dire qu'il a pas besoin de toi ? Ouais, mais j'ai analysé, j'ai regardé sa com, j'ai regardé son site, ou j'ai regardé ses réseaux sociaux, je vois qu'il communique bien, par exemple, pour des sociétés qui vendent de la communication. Oui, mais est-ce que tu es allé lui parler ? Est-ce que tu as peut-être discuté avec lui ? Non, mais je pense qu'il a pas besoin de moi. Voilà. Là, on s'enferme dans des suppositions, on pense que l'autre, il pense comme nous, et ça, pour le coup, c'est un vrai mur, hein, que se tendent beaucoup de commerciaux, hein, vraiment. Ah oui, non, clairement. Et pas que. Et pas que. Tous. Et pas que, entrepreneurs aussi, bien sûr, tout le monde. Hein. Et ces erreurs, pour toi, c'est une affaire de méthode, de posture ou d'état d'esprit ? Pour moi, c'est l'état d'esprit, très clairement. Je suis intimement convaincu que le mindset, hein, comme on dit maintenant en franglais, l'état d'esprit, c'est ce qui prime dans la vente et dans la négo. Je pense que vous pouvez être plutôt moyen, techniquement parlant, sur la conduite des négociations ou de votre entretien de vente, mais si vous avez un bon état d'esprit, vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir de bons résultats. Je suis vraiment convaincu de ça. C'est un peu contradictoire de la part de quelqu'un qui transmet la posture, justement, et les méthodes, mais c'est pour ça que je travaille énormément aussi sur la préparation mentale. Je me suis entouré, justement, sur ce sujet-là, de nombreuses personnes qui sont experts dans leur domaine et qui m'ont transmis beaucoup de savoir et qui en transmettent aux gens que je forme aussi. Mais pour moi, justement, l'état d'esprit, c'est le premier travail à faire, hein, quand on veut être commercial. Parce que, voilà, faut savoir que c'est un des seuls métiers au monde qui est lié au rejet. Donc c'est extrêmement difficile à apprendre au quotidien. Pour que ce soit une blessure qu'on ait déjà. Exactement, pour peu que ce soit une blessure qu'on ait déjà, ouais. Et les comptables sont pas rejetés. Je sais pas, les chefs de projet sont rarement rejetés. Voilà, les commerciaux, ils sont nés pour ça. C'est-à-dire qu'il faut aller voir 100 personnes, se faire rejeter 98 fois, pour essayer de choper peut-être 2 ou 3 deals dans le lot, quoi, mais des deals qui se veulent qualitatifs. Ça demande de se barricader émotionnellement aussi. Hein. C'est beaucoup d'émotionnel. C'est le travail de l'état d'esprit, j'insiste vraiment là-dessus, mais c'est central. Et c'est pour ça que je place le développement personnel au cœur, mais vraiment au cœur du développement de la carrière de quelconque commercial. Oui, tout à fait. Il y a une partie spirituelle qui est super, super importante. Et justement, ça répond presque à la question suivante, parce qu'on voit que ces erreurs persistent encore aujourd'hui, alors qu'on parle énormément de vente et de technique commerciale. Comment tu places finalement, à quel niveau tu places ces techniques, ces méthodes par rapport à cet état d'esprit ? En fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a le don de vendre du rêve. Et ça, c'est assez agaçant, hein, parce qu'on vous fait croire qu'avec la fameuse boîte à outils de 7 experts en vente, vous allez réussir à conclure 30% de deals en plus, 40% de deals en plus. Pour moi, c'est de la foutaise. Parce que si vous n'avez pas un accompagnement global sur votre manière d'appréhender votre vente ou votre négo, vous ne pouvez pas être performant, c'est pas possible. Bien sûr. C'est pas possible, vous avez besoin justement d'avoir une vraie préparation mentale. Moi, c'est même quelque chose, un axe sur lequel on va dire de manière autodidacte, je travaille. Je m'auto-prépare mentalement avant certaines négociations complexes des fois, dans le sens où c'est super important pour moi justement d'arriver préparé. Et pourtant, la méthode, je l'ai. On va dire la conduite, je sais comment conduire des négos, peu importe, on va dire la gravité de la négociation, c'est des choses que je maîtrise très très bien. Par contre, l'état d'esprit, c'est un sujet qui est super 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 important. Et c'est pour ça que justement les formateurs qui vous vendent des boîtes à outils sur Instagram ou sur LinkedIn, qui sont soi-disant magiques. On a ça en développement personnel aussi, hein, l'outil magique, je vais régler tous mes problèmes en 3 jours. Ça. Le développement personnel, je pense, moi ma vision du développement personnel, c'est qu'il est à la psychologie ce qu'est le paddle au tennis, par exemple. Je pense que le dev perso, c'est quelque chose de très accessible, qu'on a énormément théâtralisé aussi, sur beaucoup d'aspects, qu'on vulgarise aussi énormément. Mais pour moi, c'est un bon levier d'accès, justement, à la psychologie, qui, elle, traite les choses de manière beaucoup plus profonde. Et ne serait-ce que pour des raisons personnelles, tout à chacun. Exactement. Je pense que de toute façon,
le dev perso, on y tombe tous à un moment. C'est très rare que c'est les bons moments de votre vie qui vous amènent au développement personnel. Hein. Et comme tu le dis, en plus, la vente appuie sur des aspects très personnels, le rejet. C'est extrêmement important finalement. Le rejet, c'est aussi des grandes questions de notre vie. Alors bon, on n'est pas là pour parler de développement personnel, mais ça en fait partie aussi. Ça en fait partie, mais c'est un parallèle. Quelque part, la vente renvoie sur notre propre vision de nous-mêmes. Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a un livre qui est très classique sur le développement personnel, les 4 accords Toltec, voilà, qui justement s'appuie sur le mouvement du stoïcisme, à la base, prendre le contrôle de ses émotions, etc. Et dans ces 4 accords-là, il partage un accord qui est central. Le contrôle ou la maîtrise ? Un peu des deux. Un peu des deux, mais il partage un accord qui est central, c'est ne jamais en faire une affaire personnelle. Vous n'êtes pas forcément toujours au centre de jugement. Et surtout, il faut comprendre une chose, c'est que vous n'êtes pas responsable de l'image que les gens ont de vous. Ou du moins que partiellement. Des fois, on rencontre des gens qui sont dans un état émotionnel, qui sont très dégradés. Ça, on le voit beaucoup, on en parlera un peu plus tard. Qui font leur propre projection. Ouais. Et par même, rapport à leur histoire, par rapport à leurs problèmes. Voilà, on sait pas, on arrive dans des contextes qu'on maîtrise pas quand on est commercial. Des fois, on passe des portes, vous vendez votre produit ou votre service, votre prospect, il a eu une super mauvaise expérience avec le dernier prestataire. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va rejeter sa haine, sa peur sur vous. Et vous, si vous en faites une affaire personnelle, vous tiendrez pas sur le long terme, c'est pas possible. Si t'es commercial et tu prends personnellement toutes les attaques, etc., ben tu subis ton métier, hein. Tu fais ça 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais après t'arrêtes et tu passes à autre chose. Hein. Absolument. Est-ce que y a certaines pratiques que l'on considère comme normales en vente et qui sont en réalité contre-productives ? On en a déjà évoqué certaines. Ouais, on en a déjà évoqué beaucoup, même en réalité. Certaines pratiques qu'on normalise dans la vente, je dirais que c'est plutôt dans la manière d'apporter le produit. En réalité, je pense que l'aspect contre-productif de la vente, c'est d'essayer de vendre à tout prix. Pourtant, c'est perçu comme la grande normalité par la plupart des commerciaux qui ont des objectifs. Exactement. D'un très peu de temps pour rentrer tant et tant de chiffre d'affaires. Ça met Exactement. nécessairement une pression. D'ailleurs, pour moi, les objectifs, c'est ultra restrictif. Alors, c'est un sportif qui dit que les objectifs sont restrictifs, ça peut paraître un peu contre-productif. Mais en réalité, moi, j'y vois dans les objectifs une super opportunité de motivation, quand c'est bien fait, mais surtout une opportunité de démotivation aussi. Une menace de démotivation, plutôt. Quand vous voyez les commerciaux qui performent, c'est des commerciaux qui sont au-dessus de leurs objectifs. Et une fois qu'ils ont dépassé leur palier, alors là, ça fuse, on y va, les contrats, ils arrivent à gogo parce qu'ils n'ont plus de pression. Ils sont plus dans la peur de se dire « Ah, j'ai pas mes objectifs, j'aurai pas ma prime, j'aurai pas mon variable ». À l'inverse, maintenant, du commercial qui a un sous-objectif, qui lui va louper même l'inloupable. Parce que forcément, il va être dans une situation où il aura besoin, et plus on a le besoin, moins on est compétent. Oui, parce qu'on est de nouveau dans cette idée de forcer la vente. Il faut partir en ayant refourgué un truc. Exactement. Et c'est contre nature finalement. C'est contre nature, contre-productif, et ça ouvre la porte aux compromis. Des compromis inutiles. Quand vous avez un commercial qui a besoin de faire sa vente, qui a besoin d'avoir ce contrat, il va forcément, il va faire des compromis inutiles, faire de très grosses erreurs, et ça pour le coup, ça se ressent même. Quand vous êtes en égo et que vous négociez avec ce genre de personnes, c'est assez désagréable. C'est un bon exercice sur le lâcher-prise finalement. Lâcher l'objectif principal qui est le nerf de la guerre. On ne remet pas ça en question. À un moment, personne ne vit d'amour et d'eau fraîche. On a un chiffre d'affaires à générer. Et pourtant, le secret de la réussite, c'est d'arriver à lâcher prise. C'est ça. Lâcher prise et surtout démystifier cette finalité. Faut se dire que l'accord, la signature du contrat, c'est une finalité. Ça doit pas être l'objectif premier. J'arrive jamais à la table de la négo avec l'objectif d'avoir un accord. C'est, à mes yeux, c'est contre-productif. Bien sûr. Moi, j'arrive à la table de la négo avec la volonté de comprendre, de savoir qu'est-ce qui motive la personne à me rencontrer, qu'est-ce qui fait que la personne elle a envie peut-être d'en savoir plus sur le sujet que je suis en train d'essayer de peut-être de lui vendre, sur l'accord que je suis en train d'essayer de trouver avec elle ou avec lui. Et l'accord, c'est une finalité. Mais l'accord, il dépend pas de moi. Non. Et pourquoi se concentrer sur quelque chose qui dépend pas de nous ? C'est un non-sens.
Et dit comme ça paraît évident, pourtant c'est ce que font 99% des commerciaux toute la journée. Bah, si tu devais changer justement quelque chose, si tu devais changer quelque chose chez la majorité des commerciaux, ce serait quoi? Bah, d'arrêter d'essayer de vendre et de chercher à comprendre les gens. Voilà. Ce qui est paradoxal. Ce qui est paradoxal. Et c'est du bon sens malgré tout. Ça reste du bon sens, mais c'est paradoxal à son aspect aussi, parce que en fait pour moi c'est un poison. C'est un poison de vouloir trop vendre, c'est un poison d'être vous savez, le requin. Tu sais, on en parlait beaucoup à l'époque avec le loup de Wall Street, où on a une vision très américanisée, très too much du commercial. Voilà, on dit il faut avoir les dents qui rayent le parquet. Voilà, moi je pense que les dents qui rayent le parquet, c'était génial dans les années 80. Tu parlais justement d'époque. Et ça me soulève une question qui est assez intéressante. C'est quelque chose que moi j'ai observé aussi, et que je pense beaucoup de gens ont observé. Il y a quelque chose de générationnel avec la vente, au niveau des pratiques, au niveau des méthodes. Aujourd'hui, la vente forcing ne fonctionne plus, mais j'ai l'impression qu'elle a fonctionné à une certaine époque. Et on le voit sur des différentes générations de commerciaux, des pratiques fondamentalement différentes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a un aspect très générationnel dans la manière de vendre. Aujourd'hui, je pense que la vente est très portée vers l'écoute et l'empathie. Ce qui n'était pas forcément le cas il y a encore une bonne dizaine d'années, je pense, où justement on était dans une manière de vendre qui était très différente. On va dire qu'à l'époque, c'était une vente qui était beaucoup plus directe, avec une vraie volonté d'argumenter, d'aller au bout des choses, et très peu d'écoute. Voilà, parce que l'écoute, c'était pas forcément le sujet le plus central à l'époque, c'était plutôt la manière dont je vends mon produit et dont je l'argumente. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. C'est une vraie, je pense, volonté d'écoute et de compréhension, et surtout une vraie connexion. Je pense que c'est ce que les gens recherchent. Ils cherchent plus forcément un produit ou un service, ils cherchent une connexion humaine. Maintenant, il y a la concurrence, elle s'est développée dans énormément de marchés. Vous avez la plupart des marchés, comparé à il y a 15 ans, il y a beaucoup plus d'acteurs. Et ça a donné lieu justement pour moi à tout ça. Si on prend maintenant l'exemple, je sais pas, d'un prestataire dans le web. Un prestataire dans le web, quand il est sur un dossier, il peut être en concurrence avec 15 personnes dans sa zone de chalandise. Ce qui va primer, c'est quoi? C'est la qualité de son produit déjà, et la qualité relationnelle aussi. Elle est vraiment centrale dans la prise de décision. Aujourd'hui, c'est ce que les gens cherchent, beaucoup plus qu'à l'époque, je pense. Ok, on va bifurquer sur un autre sujet, un sujet chaud, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui travaille, je pense, beaucoup de nos auditeurs. On va parler de prospection téléphonique. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises misent sur le digital. Est-ce que la prospection téléphonique est encore pertinente? Oui, et en plus d'être pertinente, je dirais même que c'est une des manières de prospecter les plus efficaces. Pourtant, c'est une des manières de prospecter les plus craintes. Bah oui, surtout qu'actuellement, je pense qu'on est à peu près tous démarchés entre 10 et 15 fois par jour par des experts en énergie qui... En fait, c'est eux qui sont venus tuer le marché, alors sans manquer de respect à personne, mais l'image négative qu'on a de la prospection, de la vente téléphonique, elle nous vient justement de nos confrères du CPF, de nos confrères de l'énergie, de nos confrères des prestataires téléphoniques. Des IA, on a quasiment plus que des IA aujourd'hui au téléphone. Maintenant, c'est que des IA, parce que faut avoir le courage de prendre le téléphone et justement de peut-être passer à côté de 30, 40, 50 appels qui peuvent être des refus, et d'ailleurs des refus des fois très violents. Le téléphone, il se peut des fois que on arrive au mauvais moment. Les refus violents, ça peut arriver. Dans la grande globalité, moi, de ce que je constate, il y a toujours beaucoup de bienveillance. La violence, on la suppose de par le fait qu'on est sur un moyen de communication où on ne se voit pas physiquement. Donc forcément, c'est toujours vers ce trait-là qu'on pense tendre, mais en réalité pas du tout. Moi, la plupart, et même c'est quelque chose que je pratique encore beaucoup, et où j'accompagne aussi justement un public cible de commercial, d'entrepreneurs sur ces sujets-là. Ce qu'on constate en réalité, c'est que c'est un des moyens les plus efficaces de faire du volume. Vous êtes très facilement capable, avec les bons outils, en une session de prospection, de faire entre 50 et 100 appels. Et c'est surtout un des moyens les plus directs d'atteindre ses cibles et d'aller tester son marché.
Si, je sais pas, vous avez maintenant envie de se développer sur un nouveau segment de clientèle, se dire, bon, je fais une prospection de 3 heures par exemple, ou de 2 heures, une prospection téléphonique, une session sur ce segment cible de clientèle, ça peut vous permettre d'avoir une idée des objections, d'avoir une idée concrète du retour terrain. Et ça, c'est une aubaine pour un public de commercial, un public marketing même, ou d'entrepreneurs de manière globale, d'avoir des retours terrain. Et c'est pour ça que pour moi, la prospection téléphonique, c'est ultra pertinent, quoi. Maintenant, il faut être à l'aise avec le fait de déranger, parce que quand t'appelles, tu déranges forcément. Forcément, la personne, elle n'a pas le budget vu qu'elle te connaissait pas. Et ça fait appel à d'autres techniques qui sont peut-être un peu plus particulières que des techniques classiques comme on a en égo ou en vente, quoi. La prospection téléphonique, pour moi, c'est vraiment un métier à part. Et ça ressemble à quoi, un bon appel téléphonique, une bonne prospection téléphonique ? Déjà, c'est très cash et très rapide. Alors moi, pour le coup, ayant une zone de chalandise qui est assez locale, et c'est le cas pour la plupart de mes clients, on va dire que la finalité de l'appel, c'est le rendez-vous, pas la vente. Voilà, vente par téléphone, pour moi, c'est un raccourci qui est assez extrême à vendre. Ça dépend de ce qu'on vend. Si vous vendez du low ticket, des choses très peu chères, ça peut se faire. Mais la finalité, c'est justement... On a rarement le décideur final au téléphone. Ouais, ou du moins, on peut penser que c'est le cas, mais c'est pas toujours le cas. Moi, par exemple, il m'arrive des fois d'avoir le chef de l'entreprise au téléphone qui lui-même me dit écoutez, je suis désolé, je n'ai pas du tout la vision là-dessus, quoi. Il faut voir avec peut-être mon prestataire, mon responsable marketing. Moi, pour le coup, j'ai aucune idée de comment traiter ce sujet ou comment avancer sur ce sujet-là. Et c'est la réalité. C'est vraiment, des fois, pas forcément... des démarchés dans tous les sens par des sujets auxquels on ne s'attendait même pas. Exactement. Surtout pour des entreprises, quand on parle de belles PME qui ont déjà une trentaine, une quarantaine de salariés, où là, pour le coup... généralement, les patrons sont sortis plus ou moins de l'opérationnel sur certains sujets. Bien sûr. Donc là, c'est des contextes dans lesquels c'est encore plus vrai. Quand vous avez de la TPE, moins de 10 salariés, le patron il a le nez partout, donc forcément c'est différent, quoi. Ce qui est normal. Ouais, ce qui est normal. Bien sûr. Donc un bon appel de prospection, pour revenir sur la question, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace, et il faut qu'on ait compris en 10 secondes, 5 secondes, ce que vous faites et votre valeur ajoutée. Voilà, le fondement de l'appel de prospection, c'est sur l'accroche. Parce que si votre accroche elle est mauvaise, le reste ça sert à rien. La valeur elle sera pas perçue et la personne soit elle raccroche, soit elle vous dit écoutez je suis pas intéressé, au revoir. Donc c'est une bonne accroche, simple, efficace, un bon argumentaire sur la manière dont tu perçois la valeur de ton produit ou de ton service, des bonnes questions. Il faut toujours poser des questions ouvertes pour amener justement à faire parler votre prospect, et après une proposition de rendez-vous pour justement conduire cette négo, peut-être soit en physique ou soit en digital, quoi. Ok. Et ça se structure comment, ça ? De quoi ? C'est-à-dire comment tu structures ton appel pour justement arriver à être performant ? Ouais. Alors la structure elle est assez simple. Première étape, c'est la phase d'accroche, où là il faut qu'on comprenne en une phrase très simple pourquoi est-ce que on entre en contact avec cette personne. Donc c'est-à-dire que votre interlocuteur il doit comprendre pourquoi est-ce que vous l'avez appelé lui et pas son collègue. Voilà, ça c'est super important. Qui vous êtes, ce que vous proposez et la raison de votre prise de contact. Typiquement, ce serait de dire bonjour Roger, j'ai cherché à rentrer en contact avec vous parce que je sais que vous êtes dirigeant de cette société-là. Moi je m'appelle Lucas, je travaille pour la société X, et en fait j'ai voulu vous appeler parce que j'ai identifié 1, 2, 3 et 4 qui pourraient être améliorés, et moi je travaille déjà avec votre confrère qui s'appelle X sur le secteur pas très loin de chez vous. Et là on a en quelques secondes compris qui on est, enfin la personne a compris qui il a derrière le téléphone. Déjà on voit que c'est pas une IA, on voit que c'est pas quelqu'un qui nous appelle de je ne sais où, donc ça rassure. On sait que la personne elle travaille localement avec des gens qui ont peut-être les mêmes problématiques que nous, et là dans l'accroche on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus viable. Après l'accroche, forcément on va essayer de poser des questions ouvertes. Des questions ouvertes en QQOQC, qui, quoi, où, quand, comment. Pas de pourquoi, le pourquoi est accusatif, c'est pas forcément toujours une bonne manière de formuler les questions, mais on pose des questions ouvertes pour essayer de comprendre un peu les enjeux, et surtout pour qualifier. La phase de qualification, elle est super importante. Dans une session de prospection, prendre des rendez-vous, c'est pas compliqué. Prendre des rendez-vous avec les bonnes personnes, là, il y a un vrai challenge. Donc, il faut justement arriver à qualifier. Par exemple, pour de la com,
Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas forcément, pour l'instant, rencontré de prestataire pour une boîte qui a 20 ans? On en parlait avant en off, toi et moi. C'est de savoir, justement, est-ce que on est face à quelqu'un qui a aucun attrait sur le sujet, ou face à quelqu'un qui a peut-être pas encore rencontré les bonnes personnes, ou qui a peut-être plus de prestataires, ou voilà, il y a 1 million de possibilités. Hein. Et la fin, c'est la proposition de rendez-vous. Hein. Donc argumentaire, on traite les objections, voilà, forcément. Les objections, pour être très bref sur le sujet, ça s'accepte systématiquement, il faut voir ça comme une opportunité. Hein. S'il y a objection, ça veut dire qu'il y a de l'intérêt. Donc il faut vraiment voir ça comme une opportunité pour vous d'apporter plus de questions et plus de réponses, surtout. Et puis l'objection est une passerelle directe, c'est une information importante du client, soit sur ses peurs, soit sur ses mauvaises expériences, soit sur l'art. En fait, c'est finalement une objection nous envoie une information sur ce que le client attend de nous et de notre prestation. Exactement, c'est super bien amené. C'est exactement ça pour moi. C'est pour ça que j'essaye toujours de travailler sur l'état d'esprit quand je travaille avec des commerciaux. Parce que je pense qu'il faut absolument changer sa vision de l'objection. Il y en a beaucoup qui les redoutent et qui pensent que si on n'a pas d'objection, c'est qu'on a bien fait notre travail. Sauf que, de par l'expérience que j'ai, je l'observe, quand vous sortez de la table de la négo et que vous avez eu aucune objection, généralement, c'est que l'intérêt il est zéro. C'est que vous êtes passé complètement à côté. Avec les fameux « Ok, super, écoutez, on part comme ça, moi je vais y réfléchir, je regarde juste avec mon DG, je vous fais un petit retour semaine prochaine, mais bon, je pense que pour le coup, c'est bon, on va avancer ensemble. » Et là, plus de son, plus de lumière. C'est quelque chose qu'on entend souvent. Bien sûr. Bien sûr. On a déjà parlé des freins psychologiques des commerciaux. Comment on dépasse la peur du rejet, ça c'est pareil, c'est le sujet qu'on a déjà vu. Ouais, un petit peu, on a parlé... tu parlais d'objections, c'est quoi les plus fréquentes que tu entends, les objections? C'est sur le prix, c'est sur... Forcément, ce qu'on va entendre comme objection, de manière assez rationnelle, j'ai pas de budget, j'ai pas le temps, je suis pas intéressé. Là, je parle en prospection téléphonique. Et c'est des objections, en fait, qui sont normales. Enfin, je veux dire, imaginez vous appelez quelqu'un... il vous dit ah oui ça tombe bien, j'avais 5 000 € de budget pour ça. Là je veux dire, il faut que les astres ils soient alignés pour que vous ayez appelé au bon moment, que la personne elle ait débloqué du budget pour ça, spécialement réservé du budget, pas encore chercher à être prestataire. Là pour le coup on frôle quasiment l'impossible. Donc l'objection du j'ai pas de budget, c'est tout à fait normal. Et moi je le dis aux gens quand je les appelle, c'est normal que vous n'ayez pas de budget. Moi j'arrive comme un cheveu sur la soupe, je vous passe un petit coup de téléphone, j'entends que vous n'avez pas de budget forcément qui soit prédéfini pour ça, mais l'idée c'est déjà qu'on se rencontre et que je puisse voir un peu comment est-ce qu'on pourrait solutionner les problématiques 1, 2, 3 et 4 que vous m'avez évoquées au téléphone, et voir si un jour on pourrait éventuellement travailler ensemble, si budget il y a sur peut-être une période prédéfinie quoi. Deuxième objection c'est j'ai pas le temps, ou forcément ça c'est tout à fait normal, c'est pareil, ça rejoint, en fait toutes ces objections se rejoignent, c'est que la personne elle avait jamais entendu parler de toi avant, elle avait pas prévu ton appel, forcément son temps est compté, donc c'est tout à fait normal qu'elle ait pas de temps à accorder au début. Et là pour le coup il y a un vrai travail de fond sur c'est quoi ma proposition de valeur, c'est quoi le problème que je solutionne en fait. Et si vous arrivez, je m'adresse particulièrement aux commerciaux qui écoutent le podcast, vous à bien exposer votre valeur, là vous avez beaucoup plus de chances justement de contrer ce genre d'objection. Bien sûr. Il faut être au clair avec ça aussi. Exactement, c'est une question de posture. C'est une vraie question de posture, et à nouveau je le dis, de l'empathie. On parlait avant justement des pratiques de l'époque, le truc de se dire oui écoutez, moi je suis là pour vous faire gagner un max de temps, un max d'argent, des clients, des prospects à foison, faites ça au téléphone, vous allez passer sans appel, vous allez prendre sans porte. C'est pas ce qu'ils cherchent les gens. Bien sûr. Et parce que des promesses comme ça, on en a beaucoup trop. Avec les réseaux sociaux maintenant, moi je le vois, j'ouvre LinkedIn pendant 10 minutes, je suis capable de devenir millionnaire avec 5 minutes de scroll sur Instagram tous les jours, et en travaillant depuis Dubaï quoi. Moi pareil, mais on l'a pas fait, c'est par choix. Ouais. On préfère se compliquer un peu la vie quand même. Exactement, c'est ça. Mais c'est vrai que ce sujet est très intéressant sur l'objection du budget. Je dirais même aussi, aujourd'hui on voit ça par exemple, souvent le désir crée le budget. Ouais, exactement, le désir crée le budget, et surtout, le budget c'est un critère de choix. C'est pas une finalité. Non.
C'est un critère de choix. Ça, faut le retenir. Si la personne, elle comprend l'intérêt d'investir dans votre solution et qu'on peut avoir un ROI, par exemple, qui est intéressant, bah là, le budget, ça devient un critère. Comme un autre. Absolument. Par contre, si vous arrivez from scratch, voilà, j'appelle le mec, je lui dis, ouais, bon voilà, le panier moyen chez moi, c'est 5 000 euros. Ah oui, bah j'ai pas de budget. Bah, forcément, si vous exposez aucune valeur... Le ROI, juste pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas... Retour sur investissement. Voilà. Très simplement. Traduit de l'anglais. Mais c'est ça. C'est combien je vais avoir comme retour comparé à ce que j'ai investi, quoi. Ce qui est souvent la question la plus difficile à répondre dans des métiers de prestation. Bah, il y a des métiers dans lesquels le ROI, c'est inquantifiable. Bien sûr. Par exemple, je pense à toi, Gilles. Toi, tu peux pas arriver avec une promesse sur la table de dire, ah ben moi, voilà, le ROI, c'est en 6 mois, vous avez renta votre investissement. Clairement. Mais j'ai entendu que certains le faisaient. Je ne sais pas comment ils calculent. Bah, je serais curieux de savoir aussi. Avec une boule de cristal USB, mais... Exactement. Bah, tu vois, on parlait des pratiques de l'époque. Énormément présent, ça. La promesse bateau. Ouais, vous en faites pas. Chez nous, on garantit voilà, un rendement, une visibilité sur de la com en 3 mois. Ouais. Vous serez rentable. Bah, je serais curieux de savoir c'est quoi les calculs savants qu'ils ont fait. On est bien d'accord. Donc voilà. Mais il y a le retour sur investissement, il n'est pas toujours quantifiable de manière monétaire. On peut se dire, voilà, vous pouvez investir 12 000 euros, 15 000 euros sur votre communication. Ça vous permet quoi? Ça vous permet d'être plus crédible, déjà. Parce qu'on gagne en crédibilité. Vous allez voir vos fournisseurs, vous allez voir des partenaires, vous allez voir vos clients, vous avez une crédibilité immédiate. C'est inquantifiable, ça. Bien sûr. Vous gagnez en visibilité, pareil. La visibilité, c'est comme sur les salons, c'est comme sur beaucoup de choses. On ne peut pas la quantifier. Pas toujours, les réseaux sociaux, les sites internet, ça se quantifie assez bien. Mais oui, et puis même souvent, ce sont des informations qui peuvent être faussées parce qu'il y a de l'achat de likes, il y a énormément de choses exactement, qui peuvent en considération. Donc, en plus, ouais. on peut acheter 15 000 likes demain, voilà. C'est une affaire de notoriété. Exactement, et puis maintenant, tout s'achète. Oui, et tout se vend. Et tout se vend sur le digital. Et tout se vend sur un marché hautement concurrentiel pour les commerciaux, ce qui nous amène un petit peu aujourd'hui, on va parler des problématiques actuelles. Donc oui, on est sur un marché concurrentiel. Qu'est-ce qui est devenu le plus difficile pour un commercial aujourd'hui? C'est de se différencier, je pense. Je pense que c'est devenu extrêmement difficile parce que si vous avez un marché qui est très concurrentiel, vous êtes tributaire de ce qu'ont fait vos prestataires, de ce qu'ont fait vos confrères plutôt avant. Je pense notamment à le marché du web, web marketing, réseaux sociaux comme site internet, tout ça que je connais assez bien. Là, en fonction de comment ça s'est passé avec les précédents prestataires, ça va vraiment définir la difficulté de votre négo. Et souvent d'ailleurs, quand ça s'est bien passé, ils y restent chez leurs prestataires. Bien sûr. Donc dans 90% des cas, vous faites face à des clients qui sont pas contents ou qui ont eu de très mauvaises expériences justement avec des pratiques commerciales plus que douteuses qui tiennent jamais longtemps, ça dure 1 an ou 2 et puis après on tient un trait dessus. Oui, quand il n'y a pas de prise d'otage en plus derrière. À fond, donc c'est clairement ça. Donc je pense que ce qui est devenu le plus dur, c'est déjà d'avoir justement des vrais critères différenciants et de savoir correctement les valoriser. D'où l'importance de se former à bon entendeur. Bien sûr. Le message est passé. Qu'est-ce qui donne le sentiment qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on entend souvent, les clients négocient surtout le prix? C'est quelque chose qui revient à pourquoi selon toi? Je pense que le prix, c'est un peu la barrière de fumée. Le prix, déjà, c'est devenu une notion qui est ultra centrale parce que maintenant, forcément, on entend beaucoup dire qu'on est dans un contexte qui est inflationniste. On est sur beaucoup de contextes de marché qui sont compliqués, particulièrement ces derniers temps. On entend beaucoup de choses qui sont très inquiétantes. On ne sait pas où on va depuis la Covid. Après la Covid, il y a eu la guerre. Il y a eu plein de guerres maintenant, d'ailleurs. Et je pense que tout ça, ça crée un peu un climat qui est anxiogène, et qui, justement, font que les gens ils prennent de moins en moins de risques. Surtout maintenant avec nous, dans la région 3 frontières, où on a encore d'autres problématiques, des pénuries de main-d'œuvre et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense que le prix, justement, c'est toujours un peu la barrière de fumée qui cache toujours autre chose. Pour moi, le prix, c'est vraiment ce qu'on met en avant, mais que ça cache toujours d'autres inquiétudes. C'est très très rare qu'une personne, elle se dise, moi voilà, j'ai simplement une problématique de prix, alors qu'elle a perçu la valeur, qu'elle sait que si elle investit sur la solution, elle va pouvoir avoir un bon retour sur investissement ou autre. C'est peut-être un problème de trésorerie aussi.
Problème de trésorerie, c'est tout à fait possible. Je suis pas en train de dire que 100% des gens qui émettent une objection sur le prix ont forcément tous les budgets, etc. Après, ça, c'est à vous de revoir votre ciblage aussi. Voilà, faut arriver à définir les bonnes cibles. Il faut pas s'acharner sur des cibles où vous savez pertinemment que le budget, c'est un prix bloquant. Il faut aussi proposer des solutions qui sont adaptées. Ou alors c'est investir sur le long terme. Peut-être qu'un jour, ils l'auront, mais... Par exemple, ouais. Mais ça, faut en avoir conscience. Mais en tout cas, le prix reste quand même pour moi, une vraie barrière qui cache toujours autre chose. Et ça vient d'un manque de valeur perçue ou c'est un problème de discours ? Je pense que c'est un vrai problème de valeur perçue. Le discours, il y en a beaucoup qui l'ont et qui ont un bon discours et une bonne vision. Moi, c'est ce que je retrouve beaucoup chez les commerciaux que j'accompagne, des gens qui ont des visions. Et c'est d'ailleurs toujours assez enrichissant pour moi de prendre un peu justement des visions que certaines personnes peuvent avoir. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont de très belles et très bonnes visions sur leur marché, qui correspondent aux attentes de leur marché. Par contre, la valeur perçue, ultra difficile. C'est vraiment, vraiment difficile de travailler dessus. Parce qu'à nouveau, on est tributaire des résultats des autres. Quand vous êtes dans le web, vous êtes tributaire des résultats qu'ils ont déjà eu sur le web. Si vous prenez l'exemple, maintenant j'ai accompagné justement un commercial qui est sur le web, qui vend des prestats web marketing. Pour le coup, tu fais face des fois à des clients qui disent oui, mais j'ai investi sur le web il y a 5 ans avec un prestataire, ça n'a pas marché, ça m'intéresse plus. Là, pour le coup, arriver à faire construire ta valeur à toi après justement les antécédents négatifs, là c'est plus compliqué. Ouais, d'accord. Là c'est plus compliqué. Ouais. Tu parles souvent de posture et d'empathie, on arrive enfin à ce mot empathie. C'est ça, enfin. Dans le commerce, qu'est-ce que ça signifie concrètement ça ? L'empathie, c'est un terme qui est très 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 vaste et on a à chacun un peu son interprétation de l'empathie. Il y en a beaucoup qui pensent qu'être empathique, c'est se mettre à la place des gens. Voilà, si t'as mal, j'ai mal. Si t'es triste, je suis triste. Si t'es heureux, je suis heureux. Là, pour moi, il y a une grosse erreur. C'est là, on bascule dans de la sympathie. L'empathie, c'est comprendre le référentiel de l'autre sans forcément le partager. C'est avoir la curiosité de poser les bonnes questions au bon moment. Pour moi, ça, c'est de l'empathie. L'empathie, c'est de se dire, bon, voilà, j'ai quelqu'un qui ne comprend pas la valeur ajoutée de ce que je propose, quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, c'est d'avoir la vraie curiosité honnête, parce que l'honnêteté, elle a quand même son... Sincère, du coup. Exactement, la sincérité, c'est quand même ultra important, de comprendre les raisons qui font, qui suscitent ce désaccord exprimé. Et c'est ça, l'empathie. En réalité, c'est pour moi, d'ailleurs, une des plus belles ressources qu'on peut avoir en tant qu'être humain, l'empathie. Quand vous êtes antipathique ou apathique, pour avoir des accords, c'est très compliqué. Très très compliqué, ça dépend de votre posture, mais c'est super compliqué. Alors que l'empathie, pour le coup, ça peut vraiment vous sortir de situations très très inconfortables. Y compris dans toutes les relations humaines. Ouais, moi je pense que quelqu'un qui est bon en égo, c'est quelqu'un qui est bon dans la vie. Je pense que ça fait appel à des compétences de vie qui sont centrales. Et plus vous vous améliorez en égo, pour moi, plus vous allez vous développer dans votre vie de tous les jours. Donc c'est pour ça que cette notion de posture, parce que tu parles de posture et d'empathie, elle est aussi super importante. Moi je pense qu'il y a des moments en égo et en vente où il faut adopter une posture basse. Poser des questions, s'intéresser, reformuler, comprendre. Voilà. Et s'intéresser avec sincérité, pas pour placer quelque chose, parce que c'est quelque chose aussi ça se ressent. Ouais, ça se ressent. Ça se ressent. Très clairement. Là je peux faire appel à un mantra qui est super important de Carnegie dans son livre Comment se faire des amis, où il dit intéressez-vous sincèrement à l'autre. Et mais il a compris dans la science de l'influence humaine, parce qu'on parle clairement de ça, il a compris, intéressez-vous sincèrement à l'autre. Le mot sincèrement, il n'est pas là pour faire beau, c'est poser des vraies questions, des questions qui sont sincères, pas juste oui c'est quoi vos enjeux, super, ah oui vous avez des enjeux de développement, j'ai la solution. Non, ça c'est pas, là il n'y a aucun intérêt, là c'est l'empathie, c'est zéro. Mais ça nécessite d'avoir une bonne posture adaptée, et justement de savoir en tant que commercial, des fois fermer un petit peu sa bouche, se mettre dans une posture basse et écouter. Et retrouver une posture peut-être un peu plus haute quand on doit le faire, à certains moments où peut-être il faut resserrer la vis quand on est dans des situations de négo qui sont un peu plus compliquées, ou des fois on est dans un cas de négo où on est face à des compromis qui nous demandent, etc., où là on peut peut-être remonter un peu la posture. Mais le poison est dans la dose. C'est toujours ça. Très belle expression, je la connaissais pas. Rien n'est poison, tout est poison, le poison est dans la dose. Ouais. Tu sais de qui c'est ? Absolument pas. Bon,
Absolument pas. On ira chercher. On ira chercher, je citerai la source. Quand tu interviens en formation, c'est quoi les déclics que tu cherches à provoquer chez les participants ? Le déclic, c'est ce qu'on disait avant, que l'état d'esprit, ça prime sur les techniques. Il y a beaucoup de gens qui arrivent en formation avec, malgré le fait que je le mets énormément en avant, avant les formations, qui arrivent à la formation avec l'idée assez précise de se dire, je vais ressortir avec une boîte à outils qui me permettra d'obtenir de bons accords. Sauf que c'est absolument pas le sujet central de mes formations. Alors, ça y fait partie, il y en a, et des outils, ça doit forcément être présent. Voilà, on peut pas juste faire un travail de fond sur l'état d'esprit, mais le vrai déclic, il est là-dedans. Il est sur l'état d'esprit et le conditionnement psychologique dans lequel on arrive à la table de la négo. Et c'est d'ailleurs 90% des retours que j'ai. Ouais. Parce que ceux qui se plantent généralement en négo, ils se plantent à quel niveau ? Je pense que c'est justement sur l'état d'esprit. C'est pour ça que je travaille énormément dessus. Je vois même beaucoup de commerciaux qui sont très bons techniquement. Puisqu'on parle de commerciaux, mais il n'y a pas que ça. Il y a la négo, c'est un sujet qui est tellement central. Justement, il y a beaucoup d'RH, etc. Mais on en parlera un peu plus tard. C'est le prochain sujet, mais il y a beaucoup de commerciaux qui arrivent avec une vraie conduite de leurs entretiens de vente, etc. Mais là où ils ont plus de difficultés, c'est sur l'état d'esprit. Et c'est là où, pour le coup, les ressources en psychologie et peut-être ma vision un peu différenciante sur ce sujet-là, elle apporte de la valeur. C'est que c'est des sujets que je traite. Et ça aide, justement. Ça accompagne, je pense, beaucoup de commerciaux qui sont déjà très bons à être excellents. Parce que des fois, dans la négo, on parle souvent de rapport de force. Est-ce que c'est un terme qui te parle ? Le rapport de force, ça nous vient de nos ancêtres de la négo, où à l'époque, on était convaincu que le gagnant de la négo... On salue tous les anciens. Voilà, on salue tous les anciens. Je vous adore, vous en faites pas. En tout cas, ça nous vient justement des anciennes pratiques de négo, où on était persuadé que c'est celui qui a les plus gros bras qui va gagner la négo. Moi, je suis pas convaincu de ça. Je pense justement que quand on parle de rapport de force, pour moi, on est déjà dans une mauvaise vision de la négo. C'est que là, tu arrives avec la volonté de gagner. C'est que tu veux écraser l'autre. Si tu veux écraser l'autre... Ça démarre mal pour une relation de travail. Exactement. Après, on est dans des situations de négo où, pour le coup, on n'est pas toujours dans une volonté de travailler ensemble. Moi, j'accompagne par exemple des services RH qui ont constamment des situations de négociation où on est sur des ruptures de contrat, on est sur de la résolution de conflits en interne, où là, pour le coup, la finalité, c'est peut-être pas toujours de bosser ensemble. Ça peut être des fois simplement le fait que la personne parte, mais c'est de réunir les conditions pour que ça se passe bien. Et quand vous parlez de rapport de force, là, pour le coup, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez susciter l'orgueil de l'autre. Et qu'est-ce qu'on fait ? On tombe dans une guéguerre. Et généralement, dans la guerre, il n'y a pas de gagnant. Non, et c'est surtout qu'on est plus concentré sur l'objectif d'un gain, ni pour l'entreprise, ni pour qui que ce soit. On est juste sur une guerre d'ego. Là. Exactement. Pour ça, je peux citer justement une phrase de mon mentor Pélabert qui résume à merveille ça. En égo, il y a deux solutions. Soit vous cherchez à gagner, soit vous cherchez à obtenir le maximum de la situation. Gagner, ça va faire appel à beaucoup d'orgueil, ça va faire appel à des choses qui ne vous permettront pas d'obtenir le maximum de la situation avec l'autre. Obtenir le maximum de la situation, c'est comprendre qu'il faut réunir les conditions pour obtenir un bon accord, et ça se fait à deux. Ça se fait pas tout seul. Ça rejoint toujours les relations humaines. Et l'empathie. Ouais. Et l'empathie, sujet qui est ultra central. Parce que quelle est la différence entre convaincre et influencer un client ? Convaincre et influencer, pour moi, c'est dans la posture. Je dis toujours que convaincre, c'est un non-sens, parce que justement, quand tu découpes le mot, convaincre, vaincre, gagner, obtenir plus que l'autre, écraser l'autre. À la différence de l'influence, moi je travaille beaucoup justement sur la science de l'influence humaine, quels sont les biais cognitifs qui sont utiles dans des contextes de négociation. Et l'influence humaine, elle a du positif à partir du moment où elle est là pour apporter. Voilà, on parle souvent de manipulation, c'est assez marrant parce que... Ça peut être une dérivée. C'est clairement de la manipulation. Mais ça tient pas dans le temps. Ouais, en fait, la manipulation, c'est un terme qui a une connotation sociale ultra négative.
Parce que voilà, quand on parle de manipulation, si je te dis voilà Gilles, je suis persuadé que tu es un super manipulateur, forcément tu vas le prendre mal. Tu vas me dire attends, mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça, etc. Pourtant, si on prend l'étymologie du mot manipulation, ça vient de manus, pulare, ça veut dire prendre à la main. La manipulation, c'est exercer de l'influence sur quelque chose. Il y a deux connotations. Il y a une connotation positive de la manipulation. Je donne quelque chose à l'insu de quelqu'un. Voilà, par exemple, je suis avec ma femme, je suis en bas de chez moi, je lui dis écoute, on va faire les courses, finalement je l'emmène au restaurant. C'est de la manipulation. Positive, parce que c'est peut-être une bonne surprise, mais c'est de la manipulation. Il y a la situation inverse. Je prends quelque chose à l'insu de quelqu'un. Ou là, cette fois-ci, je vais appeler ma femme, je vais lui dire qu'on va au restaurant, et finalement, on va aller faire les courses. Donc là, mis à part un célibat, ça va pas m'apporter grand-chose. et pour le coup, c'est ça qui définit en fait la finalité de ce que c'est la manipulation. On parle de science de l'influence parce que c'est beaucoup plus éthique, en fait, en réalité, dans la perception que les gens ont de ce sujet. Mais c'est un peu ça, en fait, c'est qu'est-ce qui fait que les gens font ce qu'ils font. La réponse qu'on cherche à apporter, c'est à cette question. Qu'est-ce qui fait que les gens font ce qu'ils font ? Et ça demande de l'écoute active, la vraie. Ouais, de la vraie, et beaucoup de travail. Ouais. Surtout énormément de travail. Et donc de la préparation. Ouais, et de la préparation. C'est un peu la clé de la réussite. C'est clairement la clé de la réussite. Tu assistes souvent sur cette préparation avant la négociation. Alors pourquoi est-ce que c'est tellement déterminant ? Parce que ce que vous préparez à la négo, avant la négo, c'est ce qui va se voir pendant la négo. Ce qui se prépare dans l'ombre se voit dans la lumière. C'est vraiment ultra important de conscientiser ça. C'est que toute votre préparation, ça va être le reflet de la conduite de votre négo. Et là, on traite plusieurs dimensions dans mon référentiel de négo à moi. On traite les pensées. Quelles sont les pensées que vous avez justement avant la négo ? Quelles sont les problématiques que vous pouvez solutionner chez l'autre ? A contrario, quelles sont les problématiques que vous pouvez rencontrer dans la prise de cet accord ? Et tout ça, c'est des éléments ultra déterminants qui vont vraiment avoir de l'influence sur comment ça va se passer le jour J. Parce qu'on en a peur, en fait, souvent. Moi, c'est ce que j'observe souvent. C'est que j'accompagne des gens qui sont terrorisés à l'idée de négocier. Bien sûr. Il faut que je vois mon fournisseur. Écoute, Lucas, j'ai l'annonce des prix annuels. Je sais pas à quelle sauce je vais être cuisiné, mais je vois bien le 5% de plus sur la matière première. Et moi, ça veut dire qu'il va falloir que j'augmente mes prix auprès de mes clients. J'ai déjà une clientèle qui est compliquée. Je suis à flux tendu. Qu'est-ce qui se passe ? Comment je dois le faire ? Et là, on arrive à la négo avec une peur. Et la peur, ça se ressent. Ça se ressent. Ça se ressent. Et souvent, l'excès même des fois de transparence nous amène à faire des choses un petit peu, je dirais presque stupides. On a eu le cas juste avant, quand tu es arrivé, j'étais en train de me faire livrer du fioul dans un contexte géopolitique très particulier, et mon livreur, qui est quelqu'un d'absolument adorable, qui n'est pas commercial pour un sou, est venu, avant que je lui pose la moindre question, m'a sorti toute la fiche détaillée de combien il achète le fioul, pourquoi il est à ce prix-là, pourquoi ci, pourquoi ça. Il est rentré dans des explications que je lui avais même pas demandé. Par anticipation, par peur, et en fait finalement se met tout de suite en situation d'infériorité alors que finalement j'avais validé un prix. Exactement. C'est un bon exemple aussi. Et ça, qu'est-ce que ça fait ? Ça renforce chez toi justement en fait une certaine... une méfiance. Une méfiance ? Ouais, en fait, c'est clairement ça. Ouais, c'est contre-productif. C'est contre-productif parce que tu te dis, c'est une inquiétude que j'avais pas forcément, mais le fait qu'il souligne... Alors, je l'avais, mais elle était réglée. Enfin, voilà. On avait crevé l'abcès en amont. Donc, Exactement. Mais le fait qu'il réinsiste dessus, tu te dis, est-ce que j'aurais peut-être pas dû mettre mon nez un peu plus dedans ? Pourquoi se justifier autant ? C'est bizarre, etc. Ouais. Là, pour le coup, c'est une erreur assez grave, entre guillemets. Du moins ça te met toi, par exemple, en tant que prospect, enfin client pour le coup, dans une situation qui est très inconfortable, quoi. Bien sûr. Et ça crée du doute là où il n'y en avait pas. Ça, c'est important. Attendez que les gens fassent des objections, ne les faites pas à leur place. C'est toujours une histoire de se projeter. On parlait des suppositions tout à l'heure. C'est clairement ce qui s'est passé avec ton prestataire de fuel. Il pense à ta place. Je vais arriver, putain, il va me faire chier pour le prix. Là, comment je vais lui expliquer le contexte géopolitique ? Moi, j'achète plus cher, je vends plus cher. J'ai vendu que 500 balles plus cher que l'année dernière. Ça va être compliqué. Non, on sait pas ce qu'on sait pas. Qu'est-ce que t'en sais qu'il va émettre une objection sur le prix ? Vous êtes mis d'accord sur le prix ? Ouais, mais je sais pas. Je le sentais pas très bien au téléphone. Sur quels éléments tu te bases pour soutenir le fait que tu le sentais pas trop bien au téléphone ? C'est une projection de nos propres peurs. Exactement. Une fois de plus, Exactement. Donc ça commence par un travail sur soi. Ouais. Et ce dont j'ai peur, ça arrive.
C'est généralement, c'est plus On le égal provoque. plus. Voilà. On le provoque parce qu'on amène le sujet où il n'était pas. Exactement. Cette fameuse loi de l'attraction, bon, qui est un petit peu plus complexe que ça, mais... Ouais, mais on vulgarise énormément, mais voilà, il y a un peu de ça. mais il y a un petit peu de ça dedans. Il y a un peu de ça. Alors, on parle de méthodologie, de préparation. Quelles sont les 3 questions, 3 ou 4, je te laisse mettre du sujet, Ouais. quelles sont les 3 questions qu'un commercial devrait toujours se poser avant un rendez-vous client? Ah, ça, c'est une super question. Premièrement, qu'est-ce que j'ai détecté aujourd'hui, justement en interne chez ce client, que je peux solutionner? Ça, c'est hyper important d'arriver avec une réponse à une problématique, pas à une vente de Qui produit. est projetée, du coup, la problématique. Oui. Alors, On l'identifie, mais ça reste une il y a- supposition aussi. ça reste une supposition parce qu'en fait, ce que tu peux savoir, c'est, on va dire, les attentes plus ou moins imprécises que ton interlocuteur pourrait avoir. Ce que tu peux pas savoir, c'est les enjeux. C'est-à-dire ce à quoi répondre justement cette attente-là. Par exemple, quand je vois un prestataire dans la com, pour prendre ton exemple à toi, Gilles, je peux arriver à la table de la négo avec une idée assez précise de sur quoi est-ce que l'entreprise elle a des axes d'amélioration en termes de communication. Bien sûr. Et surtout, ça rejoint la deuxième question justement qu'il faudrait se poser avant d'arriver à un rendez-vous. Pourquoi moi ? Comment est-ce que moi je la solutionne, cette problématique ? Donc, quelle est la problématique et c'est quoi ma proposition de valeur unique ? Qu'est-ce qui fait que ça peut être intéressant de passer par moi et pas chez quelqu'un d'autre ? Et à contrario, qu'est-ce qui fait aussi peut-être que moi j'ai de la valeur ajoutée par rapport à ce produit ou à ce service ? Et ça, c'est une super question parce que là, pour le coup, vous traitez les deux sujets. Et c'est un sujet de fond dans lequel il faut absolument passer quand vous rentrez à la table de la négo, à la table d'un accord, à la table d'une vente. Donc on ne va pas les mains dans les poches. Non, Au surtout petit bonheur, pas. la chance. Surtout pas, ça va se ressentir. Il faut vraiment arriver préparé. Je pense dans n'importe quel entretien de vente, on parle de vente spécifiquement, mais il faut vraiment être préparé. Troisième question, je dirais plutôt c'est quoi les possibilités de collaboration que je pourrais avoir avec la personne que j'ai pas encore étudiées. C'est de se poser la question comment est-ce que je pourrais travailler encore plus loin que la simple vente de mon produit ou mon service. Et là on parle d'une vraie vision business. Moi, c'est ce que je recommande beaucoup aux commerciaux que j'accompagne, c'est de se dire, ok, tu vas vendre ta solution, c'est super, s'il a la référence. Qu'est-ce que tu peux lui proposer après ? Comment est-ce que vous allez arriver à travailler ensemble pour plus devenir clients, mais des vrais partenaires ? Que tu sois une épaule sur laquelle il peut se reposer, ton client. Et ça, c'est ultra important. Et dernière question, qui peut paraître un peu bouleversante, c'est quoi le bénéfice que j'ai dans le fait de louper la vente ? Ça, c'est une vraie question. Il y en a toujours. Ouais. Il y en a toujours. Si maintenant je loupe cette vente, qu'est-ce que ça m'apporte ? Et quand j'arrive à la table de la négo, à la table de la vente, avec une vraie vision précise de ce qui peut se passer dans le plus et dans le moins, là je suis beaucoup moins dépendant de l'accord. Et j'arrive à la négo avec la liberté de se dire non, cet accord ne m'intéresse pas. Ok, c'est moi le vendeur, ok, c'est toi l'acheteur. Là, je sens qu'il n'y a pas de sens, je vais faire des compromis inutiles, le budget est trop serré, c'est pas ma cible de clientèle, ou que sais-je. Et je peux sortir de la table de la négo avec des bénéfices. Et les bénéfices, il faut y avoir réfléchi avant. Et c'est quoi les bénéfices que vous avez à pas avoir cet accord ? Si tu loupes ta vente, qu'est-ce que ça t'aura apporté ? Il y a plusieurs choses. Je sais que c'est pas ma cible de clientèle, je sais que dans la conduite j'ai pas encore été assez bon, je sais que ça peut me permettre de dédier plus de temps à d'autres prospects, ça peut me permettre de continuer d'aller peut-être demander une recommandation, voir des confrères parce que ça n'a pas matché avec lui mais ça pourrait matcher avec d'autres, et c'est un vrai travail à faire ça. Parce qu'on parle souvent du plus, ouais ok, il faut réfléchir aux questions à poser, etc., machin, avant le truc et tout, mais ça on n'en parle jamais. J'ai jamais vu un directeur commercial qui va voir son vendeur et qui lui pose la question ton client là, s'il te dit non, c'est quoi le bénéfice pour toi, qu'est-ce que t'en tires ? Parce que souvent on se dit ah oui mais c'est dramatique d'avoir un non, j'ai perdu 2 heures de mon rendez-vous, de mon temps, moi je suis commercial, mon temps c'est de l'argent et tout. Non, il faut justement arriver à percevoir les bénéfices de ne pas avoir d'accord pour avoir des accords. Aussi contradictoire que cela puisse paraître. C'est la première fois que je l'entends, ça. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Pour tous les auditeurs qui sont restés jusqu'au bout, là, vous avez quelque chose de très croustillant. Et je l'ai gardé pour la fin. Carrément. Non, c'est une excellente question. Excellente question. Est-ce qu'il y en a d'autres encore ? Non, ces trois-là, on est bien. On va s'arrêter là. On est bien.
Est-ce qu'il existe une méthode simple pour préparer efficacement une négociation ? Méthode, un petit peu ce que tu viens de dire, mais... Ouais, ça rejoint un peu. Alors là, pour le coup, ça rejoint, mais on va dire, je vais faire appel aux travaux de mon mentor, qui justement partageait ça, qui parlait des pensées, personnes, problèmes, processus. Donc les 4 P, qui décrit comme étant un super moyen de se préparer. P. Labert dans son livre sur la négociation, que je vous recommande très fortement pour ceux qui sont intéressés. Où quand tu traites ces 4 facettes-là de l'accord, tu as énormément de chances d'être bien préparé. Quelles sont les pensées que j'ai, donc avant d'arriver à la table de la négociation, quels sont les problèmes que j'ai et que je peux solutionner, et à contrario, quels sont les processus justement que je peux mettre en place en interne de l'accord, justement pour favoriser ça. Comment est-ce que j'arrive à l'accord ? Comment est-ce que je le fais ? Où est-ce que je fais mon rendez-vous ? Dans quel cadre ? C'est super important ça. Et toutes ces facettes-là, ces 4 facettes-là, c'est ce qui va vraiment pouvoir vous permettre de réfléchir à tous les aspects en amont de la négo. Je parle en amont, parce que forcément, il y a une part de, il y a une part de mystère avant de rentrer à la table de la négo, c'est sûr. Mais c'est le jeu. C'est le jeu, et c'est la beauté aussi de ce qu'est la négo. Donc, on va dire que cette part de mystère-là, elle se découvre justement pendant la négo, mais il y a quand même beaucoup d'éléments sur lesquels vous pouvez travailler avant. Donc justement, ça rejoint ces 4 P, pensée, personne, problème, processus. Ça a l'air technique, comme ça, mais... Ouais, ça a l'air technique. C'est vrai qu'il y a un point que j'ai pas traité, c'est les personnes. Ouais. J'ai failli l'oublier. Avec qui je vais négocier. Et surtout, je négocie pas de la même manière avec un directeur marketing qu'avec un chef d'entreprise, qu'avec un entrepreneur, d'une TPE, d'une PME. Ça, c'est pareil. Voilà. Dans la préparation de la négo, c'est aussi de l'adaptation au profil. Si je négocie avec un directeur marketing, ça va faire appel à des notions qui seront propres au marketing. Pourtant, pour un même produit. Je prends maintenant ton exemple à toi. Oui. Tu as une manière différente de négocier, je pense, quand tu vas voir un entrepreneur que quand tu vas voir peut-être un directeur marketing d'une boîte qui a 50 salariés, 60 salariés. Quoi. C'est pas les mêmes enjeux, tout est différent. Tout est différent. Donc je pense que c'est... On s'adapte à sa cible, comme. Exactement, c'est ça. C'est beaucoup d'adaptabilité du coup. Mais voilà, les petites méthodes simples, qui peut paraître un peu complexe comme ça, mais bon, là, faudrait que je passe 2 heures à tout détailler, ce qui n'est pas forcément le but du podcast. Mais tu fais de la formation, on le rappelle. Mais je fais de la formation, voilà. On peut le rappeler, pour ceux qui seraient intéressés justement, de savoir comment est-ce que j'arrête de subir mes négociations au quotidien. Ceux qui se posent la question, on pourra en discuter avec plaisir. Justement, si un dirigeant ou un commercial nous écoute aujourd'hui, quel premier changement concret il pourrait appliquer dès demain dans sa manière de vendre ? Faire appel à mes services. On est bien d'accord. Non, plus sérieusement, je pense que si je devais maintenant finir le podcast sur une vision de la vente, justement une chose qu'il faudrait absolument appliquer demain dans sa manière de vendre, c'est de passer d'une volonté de convaincre à une volonté de comprendre. Arrêtez de chercher à convaincre les gens, cherchez à les comprendre. Arrêtez de chercher à vendre, cherchez à écouter. Voilà. C'est vraiment le maître mot, le mantra principal sur lequel je pense qu'on pourrait justement arriver vers la fin de ce podcast là-dessus, et que j'inculquerais justement à quiconque se dit j'ai envie de définir une note finale sur ce podcast par rapport à ça. C'est vraiment les maîtres mots que j'aurais envie de passer. Et je ne sais plus qui avait dit cette phrase, je crois que c'est le Dalai Lama, mais sans certitude, que le plus gros problème de notre époque, c'est qu'on n'écoute pas pour entendre, on écoute pour répondre. Exactement, et ça c'est une super citation que tu donnes, parce que c'est exactement ce qui se passe. Peut-être mal sourcé. Qui est peut-être mal sourcé, à vérifier. Moi, tu vois, quand j'ai parlé du poison dans la dos, j'ai plus pris le risque parce que j'ai plus souvenir. Mais effectivement, quand tu dis j'écoute plus pour entendre, j'écoute pour répondre, c'est exactement ce qui se passe quand vous essayez de convaincre les gens. C'est ce que j'explique tout le temps. Quand je cherche à convaincre les gens, je cherche à lui prouver à quel point il a tort, à quel point j'ai raison. Ouais. Et on a tous déjà connu ça. J'ai quelqu'un en face de moi qui m'explique quelque chose, hop, je tique sur un élément, et là j'écoute plus le reste. Ah ouais. Je prépare ma réponse. Ouais. Et là, pour le coup, c'est totalement incohérent. Ouais, absolument.
Et allez, la dernière petite question. Alors, juste une petite astuce comme ça, quand vous avez des citations que vous ne connaissez pas l'auteur de la citation, moi j'ai une astuce, je dis que c'est un proverbe chinois. Selon toi, qu'est-ce qui fera la différence pour les commerciaux dans les 5 à 10 prochaines années? Alors, on sort la boule de cristal USB. Je sors la boule de cristal et je me dis que ce qui fera la différence dans les 5 à 10 prochaines années, c'est l'intelligence émotionnelle et relationnelle. Ce qui, je pense, revient sur beaucoup de notions qu'on a évoquées. On a vu aujourd'hui pendant le podcast. C'est une très belle conclusion, Lucas. Voilà, je pense que c'est ça. La capacité produit, service, le développement de la qualité, c'est super central, ça on est d'accord. C'est ce qui fait le fond de la vente et de la capacité à vendre. Mais je pense vraiment que la capacité à créer des connexions humaines, c'est ce qui va primer encore plus avec les années. Maintenant, avec la digitalisation, on se voit plus, on se parle de moins en moins. Je pense que quelqu'un qui est assez smooth justement pour arriver à avoir une bonne intelligence émotionnelle et relationnelle et développer des bonnes relations, parce que pour moi l'humain est insubstituable, on ne pourra jamais s'en passer, c'est vraiment les top commerciaux de ces 10 prochaines années, je pense. Ce sera le relationnel. Exactement. Eh bien écoute, merci beaucoup Lucas. Merci donc, à toi, pour Gilles. rappel, c'était Lucas Rigert de l'IFPN, l'Institut pour la formation et les pratiques de la négociation. C'est ça. Bien cela. Je vous mets toutes les coordonnées de Lucas dans le descriptif. C'était le 48.7. Merci de nous avoir écoutés. C'était un petit peu long aujourd'hui. On a dépassé le format traditionnel. On est à 1h12. Hein. Ouais, c'est pas mal. Mais c'était réellement passionnant et je pense que c'est un podcast qui vaut le coup d'être écouté jusqu'au bout. Merci encore Lucas pour ta présence, pour tous ces éclaircissements. Bonne continuation à toi. Et si vous avez besoin de formation, si vous avez besoin d'être secondé, n'hésitez pas à contacter Lucas. Je vous rappelle, toutes les coordonnées sont dans la description de ce podcast. Merci à tous. À la semaine prochaine.